Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, la représentation des collectivités territoriales. C'est le nouveau livre du Congolais Patrick Mboyo Bakambo. Il est enseignant et chercheur en droit public à l'Université Grenoble-Alpes. Un livre fort intéressant, présenté le 10 juin dernier à Kinshasa, le 18 septembre à New York et ce 2 octobre à Paris. Mais quelle réflexion mène-t-il? Dans ce livre, on le reçoit en personne pour en parler. Il est notre invité, Patrick Mboyo Bakambo. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard Togbé. La représentation des collectivités territoriales, qu'est-ce qui a inspiré très rapidement, qu'est-ce qui a inspiré l'écriture de ce livre? Je suis parti du constat que les collectivités infra-étatiques avaient une mission un petit peu équivalente à celle des États, puisque de par leur configuration déjà, leur composition, une collectivité territoriale est composée d'un territoire, d'une population et d'un organe administratif. À l'intérieur d'un État? À l'intérieur d'un État. Ça peut prendre la forme d'un État, quand on est dans la forme fédérale de l'État, ça peut prendre la forme d'un État fédéré ou une entité fédérée, tout comme ça peut prendre la forme d'une région, une collectivité locale. Donc, je suis parti de ce constat pour dire que les collectivités territoriales prolongent un petit peu l'idée de la nation, pas celle de l'État, mais l'idée de la nation, dans ce sens où ce sont ces collectivités qui portent l'intérêt général, que les citoyens, dont les citoyens voient le bénéfice dans leur vie quotidienne. Un citoyen, une personne qui habite par exemple Dakar, qui veut quitter Dakar et aller à Ziguinchor, souhaiterait avoir le même niveau de service public qu'il connaissait à Dakar, c'est-à-dire la même propreté, la même salubrité, la même sécurité. Donc, et c'est la ville de Ziguinchor qui est appelée à avoir le même standard en termes de prestation des services publics que la ville de Dakar. Pareil, si on prend Kinshasa et Lubumbashi, ou si on prend Abidjan avec Yamoussoukro, ou si on prend le Caire avec Alexandrie ou Charlemagne-Cher. Donc, c'est ça un petit peu l'idée que j'ai développée dans ce livre. Mais dans une approche comparative. Vous posez un regard comparatif entre les collectivités territoriales en France, j'imagine, et aussi les collectivités territoriales dans nos pays en Afrique. Quelles sont les disparités qui en ressortent? Les disparités, c'est d'abord dans la forme d'organisation. J'ai pris par exemple le fait que la France a procédé à la fusion des territoires pour réduire le nombre de régions françaises. À partir du 1er janvier 2016, la France était passée de 21 régions plus la collectivité des Corses, qui est assimilée à une région, mais qui n'est pas proprement parlée une région, selon la loi. On peut parler abusivement de 22 régions à 13 régions. En parallèle, la République démocratique du Congo, en 2015, était partie de 10 régions, plus la ville de Kinshasa, on peut dire abusivement une région aussi, c'est-à-dire de 11 régions, en somme, à 26 régions. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui peut interroger, qu'est-ce qui peut amener d'un côté qu'on puisse penser à la réduction du nombre de régions, alors que de l'autre, on pense à l'augmentation de leur nombre. Et je me suis rendu compte que les données sont un petit peu les mêmes. Ce sont des données qui ont été présentées notamment par l'Université Paris-Dauphine et France Stratégie, qui travaillent sur le fait qu'il y a d'abord l'aspect géographique régional. La France se trouve dans une région européenne, au sein de l'Union européenne, où ces régions, à elles, paraissaient moins compétitives par rapport aux régions allemandes, aux Länder allemands, on peut dire, aux régions belges ou encore aux communes, on peut dire les régions, on peut dire aussi de l'Espagne. Pareil en Italie aussi. Alors que la RDC se retrouve de son côté avec des régions qui avaient des provinces qui avaient des dimensions des États. Si on prend l'ancienne province du Katanga qui est dirigée Moïse Katumbi, c'était un petit peu dans la même proportion que la superficie de la Zambie. Si vous prenez une province comme l'ancienne province orientale, elle est plus vaste que tous les pays voisins frontaliers. La province orientale était plus vaste que le Rwanda, plus vaste que l'Ouganda, plus vaste que le Soudan du Sud réuni. La province de l'Équateur était plus vaste que la Centrafrique et le Congo-Brazzaville réunis. Alors, on va rester en Afrique et poser notre réflexion, en tout cas faire l'analyse de la réflexion que vous menez dans ce livre en ce qui concerne les États africains qui, pour l'essentiel,
ont adopté des lois sur la décentralisation, des lois revues, etc. Et vous dites ceci à la page 139, les collectivités territoriales sont titulaires des compétences, parce que c'est là où commence la réflexion sur la question administrative et politique. Les collectivités territoriales sont titulaires des compétences de l'ordre juridique national, que l'ordre juridique national leur confère par le procédé de la décentralisation. Elles participent, le cas échéant, à la mise en œuvre de certaines règles de droit et de certaines politiques publiques en vertu du principe de leur libre administration. Celui-ci traduit leur autonomie dans un rôle subsidiaire à celui de l'État qui, en pratique, exerce seul la souveraineté nationale. Quand l'État dysfonctionne, ça veut dire que les collectivités territoriales aussi dysfonctionnent? Pas forcément. On peut avoir des dysfonctionnements au niveau de l'État. Par exemple, en France, je donne l'exemple. L'État connaît des difficultés à la suite d'une instabilité politique. Oui. On a eu pas moins de 4 gouvernements en 2 ans, vous comprenez? Et sur le plan infra-étatique, les collectivités territoriales, elles sont plutôt stables, marquent une certaine stabilité. Oui. Les régions continuent de fonctionner. D'ailleurs, l'État ne respecte pas le budget, puisqu'il y a un dépassement à chaque fois du budget en France. Mais les collectivités locales, territoriales respectent généralement. D'accord. Donc le dysfonctionnement de l'État. Oublions la France. Voilà. Venons en Afrique. Comme je l'ai dit, quand je dis oublions la France, voilà. Je ne dis pas qu'on manifeste un désintérêt, ce n'est pas la question, puisque de toute façon, nous traînons des vestiges du fait de la colonisation. Quand un pays africain vote une loi sur la décentralisation, qu'est-ce qui, selon vous, Patrick Mboyo, explique la frilosité à transférer les moyens qui accompagnent le transfert des compétences? Pourquoi le transfert des compétences ne s'accompagne presque jamais du transfert des moyens? C'est une très bonne question, puisque je peux vous dire, Richard Togbé, que la RDC, ou les Zaïre à l'époque, avait adopté sa première loi de décentralisation en février 1982, un mois avant la France, qui a adopté la sienne en mars 1982. Mais voyez les comparatifs, vous l'avez dit qu'on oublie la France, mais prenons les comparatifs, vous allez voir que la France a beaucoup plus progressé dans sa décentralisation que la RDC. C'est simplement que le manque de moyens. Le problème, c'est souvent, on retrouve aussi le même problème, notamment au Cameroun. Le conflit qui a dégénéré en conflit armé par les provinces ou les entités territoriales anglophones et les autres et le pouvoir central, c'est simplement ce problème-là. Manque de moyens adaptés aux problèmes actuels, aux problèmes auxquels ces collectivités territoriales font face. C'est pour cela que les territoires anglophones demandent une certaine autonomie, une gestion adaptée à leurs besoins. On retrouve le même problème aussi à Cabinda, en Angola. L'enclave Casamance aussi. En Casamance aussi, depuis plusieurs années. La Casamance dit depuis plusieurs années que nous avons une identité territoriale à préserver. C'est pour cela que je parlais du fait que les collectivités territoriales sont composées d'un territoire, d'une population. Et ces deux éléments déjà, qui sont similaires à l'élément à la composition de l'État, fait qu'on doit tenir compte des responsabilités qui sont données à ces collectivités. Donc les moyens ne sont pas donnés souvent. Pourquoi? Pour des raisons politiques, voire politiciennes. On craint parfois, les chefs d'État, mon constat est que certains chefs d'État craignent le fait qu'en donnant beaucoup de moyens, les moyens idoines qui sont adaptés aux problèmes locaux, les acteurs locaux, c'est les dirigeants locaux, vont s'affranchir de l'État central. Risquent de s'affranchir de l'État central et risquent plutôt de tirer la lumière vers eux, de voir que ce sont eux qui s'occupent bien de la population. Et le risque, vous savez, Richard Togbé, que la plupart de nos États africains sont des États artificiels. Ce ne sont pas des États qui sont des États-nations. Ce sont des États qui ont été créés en général à l'issue de l'indépendance. Et on retrouve très souvent, ce n'est pas une particularité africaine, mais on retrouve très souvent dans un pays, dans deux pays voisins, des populations qui sont de part et d'autre de la frontière. Et les velléités sécessionnistes font partie des premières hantises qu'avaient les pères fondateurs de l'Union africaine. C'est pour cela ces pères fondateurs ont institué à raison le principe de Utiposideti, c'est-à-dire le respect de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Mais cette hantise est encore présente sur le plan politique par rapport aux dirigeants des États,
qui pense qu'en donnant beaucoup de moyens aux dirigeants locaux, aux acteurs locaux, il y aurait des velléités sécessionnistes, voire des velléités de créer d'autres États par la jonction avec entre les populations, surtout dans les zones transfrontalières. Voilà mon principal constat par rapport à ce problème. Patrick Mboyo, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à la fois conceptuelle et philosophique dans le concept même de la décentralisation? Vous dites à moi, État central, c'est moi qui exerce la souveraineté. Oui. Et dans le même temps, vous me demandez de permettre aux régions et à mes territoires de s'affranchir de moi. Ben, vous dépouillez alors de ce fait ma souveraineté, non? Si on veut analyser de façon cartésienne, le concept. Je suis d'accord avec vous. Simplement, je suis d'accord avec vous sur le plan pratique. Oui. Mais la principale différence entre un État et une entité infra-étatique, c'est la question de la souveraineté. Oui. Que l'on soit dans une forme fédérale de l'État ou dans une forme unitaire de l'État. Et ce qui fonde justement, ce qui fait le ciment de cette construction, ce sont deux principes. Vous avez évoqué le principe d'autonomie, oui. Mais il y a aussi un autre principe qu'on retrouve, que ce soit dans le fédéralisme ou dans l'unitarisme, le principe de participation. C'est vrai. Et ce qui fait qu'une collectivité ou une entité infra-étatique n'est pas seulement titulaire d'autonomie, mais elle est aussi redevable de participation parce qu'il n'y a pas de droits sans obligation, sans devoir. Donc, en ayant l'autonomie, en bénéficiant de la libre administration sur le plan administratif et parfois même sur le plan financier, l'entité infra-étatique doit répondre en retour de la participation. Par exemple, dans la caisse de péréquation. Quand nous avons dans un pays, par exemple, comme le Togo, ou les trois principales régions du pays, nous avons la région Savane et les deux autres régions, la région paysanne, pardon, ou Savane. La région des Savanes. La région des Savanes, voilà. Bien sûr. La région des Savanes et les deux autres. Si la région Savane produit plus que les deux autres régions du pays, comment je fais? La région Savane doit devoir participer, contribuer au budget du pays plus que les deux autres. D'accord. La région Savane ne va pas dire que, puisque c'est ma production, puisque ce sont les ressources venues de ma production en tant que région du Togo, moi, je dois bénéficier en priorité de ce que je gagne. Vous devez. La région Savane bénéficiera de ce qu'elle reçoit, bien entendu, mais proportionnellement à ce que l'État a besoin de repartir comme richesse sur le plan national. Et comment moi, État central, je gère ça? Comment je régule ça? Quand moi, j'ai besoin d'avoir des écoles partout, sur toute l'étendue du territoire national, qu'il y a des régions qui sont immensément riches et d'autres qui sont pauvres. Par quel mécanisme je gère la régulation pour que tous les citoyens du pays, finalement, puisque nous avons vocation à offrir les mêmes services, vous l'avez dit, à tous les citoyens. Comment on fait? Comment je régule? Eh bien, parce qu'on doit être conscient que lorsqu'on quitte Lomé et qu'on doit aller à Sokodé, nous devons retrouver les mêmes types de services. C'est-à-dire que si aujourd'hui, un enseignant est muté de Lomé pour aller habiter à Sokodé, il doit avoir la possibilité d'inscrire ses enfants à l'école. Et ses enfants doivent avoir le droit, si les enfants avaient un parc dans leur quartier, ils doivent aussi avoir le droit d'être trouvé à Sokodé, le quartier où il est, avoir un parc de jeux pour les enfants. S'il y a la crèche pour l'enseignant, parce que sa femme vient d'accoucher, mais moi, il a travailler aussi. Je trouve les moyens. Ou comment je fais? Vous dites aux régions, vous êtes autonome, vous administrez comme vous voulez. Mais moi, j'ai des territoires pauvres que je dois pouvoir en biens et services. Comment je fais? Comment je ponctionne? Par quel mécanisme est-ce que... Enfin, on ne va pas faire un coup d'administration. Exactement. Mais expliquez de façon pratique. Mais justement, tout cela se fait par l'instrument juridique. Puisque l'État, en tant qu'État, que ce soit État fédéral ou État en tant qu'État central, dans le cadre de décentralisation, possède le monopole de la loi, de l'adoption, de la création et de l'adoption de la loi. C'est par la loi qu'on va fixer, par exemple, la fiscalité, etc. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple de certains pays qui ont suivi le modèle de la France, où les collectivités territoriales n'ont pas d'autonomie fiscale. En matière fiscale. En matière fiscale. Il n'y en a pas. Il existe l'autonomie administrative, l'autonomie financière, mais pas l'autonomie fiscale. Mais dans un pays comme le Congo, la RDC, il y a l'autonomie fiscale qui permet aux collectivités territoriales de faire une retenue à la source de 40% des ressources générées dans leur province. Donc, ils retiennent déjà 40%.
et ils envoient 60% à la caisse nationale. Et les revenus qui arrivent, ça c'est pour les revenus créés dans la province simplement. Et les 60% qui vont rester, l'État va décider, est-ce qu'il va rendre la totalité? Je ne pense pas. Et les 60% vont aller à la caisse des péréquations. La caisse des péréquations va partager à d'autres provinces les moins nantis. Donc les leviers se trouvent d'abord sur le plan législatif. Dernière question, Patrick Mboyo, pour finir rapidement cette émission. Vous avez dit que nos États sont des États artificiels. Comment fait-on fonctionner des collectivités décentralisées correctement avec des États artificiels? Eh bien, c'est une question prégnante. Et au niveau de l'Union africaine, ils ont créé ce qu'on appelle cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, qui tous les 3 ans organise un forum qu'on appelle Africité. Le prochain forum aura lieu en Égypte au mois de décembre. Et il y a aussi d'autres initiatives qui commencent à effleurer, notamment Atelier Ville qui aura lieu, Atelier Ville et Cité africaine qui aura lieu notamment à Paris au mois d'avril de l'année 2026. C'est pour faire émerger justement cette culture de la décentralisation, afin de faire comprendre aux dirigeants que c'est dans l'intérêt du citoyen en réalité que les collectivités territoriales aient les moyens de pouvoir faire tourner un petit peu la machine au quotidien. Puisque l'État central ne peut pas tout faire. L'État central n'est pas confronté aux mêmes problèmes partout ailleurs. Je peux dire par exemple l'exemple du Cameroun. Avec les problèmes qui se passent au niveau des territoires anglophones, il y a des problèmes sécuritaires qui s'imposent. Or, ces problèmes sécuritaires nécessitent une réponse qui n'est pas la même qui devrait apporter, par exemple, dans la région de Douala ou dans la région de Yaoundé. Parce que là-bas, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas de problème sécuritaire. Donc, il faut laisser aux collectivités territoriales, dans ces cas, avoir le levier de faire vivre, faire tourner la machine normalement, au quotidien comme il faut, et l'État intervient ponctionnellement quand il y a des difficultés, notamment sécuritaires, financières ou d'autres au fond, la décentralisation profite à tout le monde si elle est respectée. Elle profite à tout le monde, tout comme le fédéralisme, puisque la décentralisation, on en parle dans le cadre de l'État unitaire, où il y a un État central et un État décentralisé et des collectivités décentralisées. En RDC, par exemple, nous avons des gouvernements provinciaux qui existent, et il y a le gouvernement provincial. Bien sûr. Mais dans le cadre du fédéralisme, aussi, on retrouve des gouvernements nationaux, le gouvernement national, le gouvernement fédéral et les gouvernements fédérés. Oui. Tout cela fonctionne en faisant articuler 2 principes, l'autonomie et la participation. Merci. La représentation des collectivités territoriales, c'est le titre de votre dernier livre, Patrick Mboyo. Je rappelle que vous êtes enseignant et chercheur en droit public à l'Université Grenoble-Alpes en France. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.